J'ai cru voir Poutine, vraiment. Mais par contre, faut dire que je me suis un peu fait chier devant ce film, quand même. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On s'attaque à l'adaptation du best-seller de Giuliano de Empoli, Le Mage du Kremlin. Le film nous raconte l'histoire de Vadim Baranov, incarné par Paul Dano. Baranov, c'est le mage. C'est un personnage de fiction, mais attention, il est très largement inspiré d'un homme bien réel, Vladislav Surkov. On l'appelle l'éminence grise ou le marionnettiste du Kremlin. C'est l'homme qui a pris un petit fonctionnaire grisâtre du KGB nommé Vladimir Poutine pour le transformer en nouveau tsar de Russie. Le film est une fresque historique qui nous balade sur plus de 20 ans. On part de l'effondrement chaotique de l'URSS dans les années 90, on traverse les guerres de Tchétchénie, la mise en place des oligarques, jusqu'aux prémices de la guerre actuelle avec les événements de Maïdan et l'annexion de la Crimée en 2014. Précision importante, le film s'arrête en revanche avant, puisqu'on ne va pas jusqu'à l'invasion de 2022 et la guerre qui dure depuis en Ukraine. Sur le papier, on nous vendait un thriller politique haletant, et la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. On en parle. Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir. Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur. J'attendais pas mal de ce film. Je suis assez friand de l'actualité internationale et de géopolitique, et vu le contexte actuel, comprendre la psychologie du pouvoir russe, c'était plutôt nécessaire. Mais je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un historien spécialiste de la Russie post-soviétique, j'attendais donc que ce film soit en quelque sorte mon professeur, qu'il m'apprenne les coulisses de cette ascension, tout en me divertissant évidemment, puisque cela reste un film, une fiction. Aux manettes, on a le réalisateur français Olivier Assayas, dont c'est le premier film que je découvre en fait, mais c'est surtout le casting qui a fait monter la hype. D'un côté, on a Jude Law, qui ose s'attaquer au rôle de Poutine, un pari casse-gueule pour une star britannique, et de l'autre côté, on a Paul Dano. Et là, il y a un méta en jeu plutôt génial. Vous avez sûrement vu passer les commentaires récents de Quentin Tarantino, qui disait de Paul Dano que c'était un des pires acteurs de sa génération, manquant notamment de charisme. Eh bien, ce film, c'était un peu un examen de passage, du coup, pour Dano. Est-il capable de tenir tête à Jude Law et de porter un film politique dense, et au passage peut-être faire fermer quelques bouches aussi? Les voyants, en tout cas, étaient au vert, et maintenant, on va passer à l'analyse pour voir pourquoi, ça coince un peu quand même avec ce film. Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique. Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. On attaque direct dans le dur avec ce qui fâche en premier lieu, la forme. Vous ne connaissez rien à la montée de Poutine, vous allez être servi. Le film est une mine d'or d'informations, j'ai appris énormément de choses, et notamment le rôle crucial de Boris Berezovsky, manipulation des médias aussi, télévisés, comment on fabrique une image politique de toute pièce, etc., etc. C'est ultra documenté, c'est carré. De ce point de vue-là, le contrat pédagogique, entre guillemets, est rondement rempli. Mais le problème, c'est qu'on est ici dans un film, on est au cinéma, on n'est pas dans un amphi à la fac. Le film souffre d'un énorme syndrome Wikipédia, on a une structure chapitrée, très scolaire, où on a l'impression que le réalisateur coche chacune des listes. Guerre de Tchétchénie, c'est fait. Naufrage du Koursk, c'est fait. Arrestation de Khodorkovsky, c'est fait. Et pour lier tout ça, on a une voix off omniprésente, celle de Paul Dano. C'est constant, ça ne s'arrête jamais, et au lieu de nous montrer les enjeux par de l'action ou de la mise en scène, on nous les raconte. Résultat, j'ai eu l'impression d'écouter un livre audio de luxe illustré par des images plutôt que de voir un film organique. C'est informatif, certes, mais c'est terriblement didactique. D'autre part, on nous a vendu ce film comme un thriller politique. Le mot-clé, c'est thriller. Ça implique de la tension, du rythme, de la sueur froide. Mais en fait, la tension, elle est tout simplement inexistante. La mise en scène d'Olivier Assayas est statique. On passe 2h30 dans les bureaux, les couloirs, dans des salons feutrés, à regarder des gens en costume discuter. Visuellement, c'est propre, mais c'est plat. Il n'y a pas de fulgurance, il n'y a pas d'ampleur visuelle. Et pour un sujet qui traite quand même de la conquête d'un des plus grands pays au monde,
bah ça fait un peu cheap. Et c'est là que le bas blesse. Je me suis ennuyé, vraiment. Il y a des longueurs qui pèsent beaucoup, surtout quand on sait que le film n'offre pas de scènes d'action ou de moments de bravoure cinématographique tels qu'on pourrait l'attendre pour réveiller le spectateur. On est dans une reconstitution méticuleuse, mais sans âme visuelle. Si vous cherchez un film qui vous prend aux tripes, passez votre chemin. On est plus proche d'une reconstitution télévisuelle haut de gamme d'un documentaire que d'une œuvre de cinéma marquante. Un des autres points que je veux aborder et qui va diviser, je pense, mais qui moi m'a sorti du film à plusieurs reprises, il s'agit de la langue. On est au Kremlin. On parle de l'âme russe, de la rudesse russe, et tout le monde parle en anglais. Ou en français en VF. Voir des acteurs américains et britanniques jouer les oligarques russes ou les agents du KGB dans la langue de Shakespeare, eh bien ça crée une espèce de distance artificielle, on sent le côté production internationale conçue pour l'exportation. Ça donne parfois un aspect théâtre filmé, et on aurait préféré 1000 fois une VO en russe, quitte à lire des sous-titres, pour gagner en immersion et en authenticité. Là, on a un peu du mal à croire à la réalité crue de cette Russie post-soviétique quand ça sonne un peu comme à Londres ou à New York. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a une raison majeure tout de même d'aller voir ce film à mon sens. En tout cas, un gros point. Une raison qui s'appelle Jude Law. Quand j'ai vu le casting, j'ai un peu ri à vrai dire. Jude Law en Poutine, le playboy anglais en dictateur russe. Impossible. Eh bien, j'avais tort. C'est une claque, il est bluffant, et je ne parle pas que du maquillage ou de sa calvitie, non, il a capté quelque chose dans le regard, cette fixité, cette froideur reptilienne. Il a cette démarche un peu raide, ce fameux bras droit qui bouge un peu moins que le bras gauche. Il y a des moments où j'ai vraiment cru voir Poutine, il arrive à être cette banalité du mal, ce petit fonctionnaire gris qui devient terrifiant par son absence d'émotion, et il sauve littéralement chaque scène dans laquelle il apparaît. C'est une performance d'acteur qui est incroyable et qui mérite d'être saluée, surtout dans un film qui ne l'aide pas par sa mise en scène. De l'autre côté, parlons enfin de notre guide, dans le film Paul Dano. J'ai lu des critiques qui le trouvaient un peu endormi, monocorde, voire soporifique. Je suis pas d'accord avec tout ça. Paul Dano joue ici un conseiller de l'ombre, et c'est son rôle justement d'être invisible. C'est celui qui chuchote à l'oreille de Poutine, du tsar. Il ne peut pas jouer de manière explosive. Il apporte au contraire une subtilité, une mélancolie désabusée qui colle parfaitement à son personnage. On voit ici un homme brillant qui se rend compte petit à petit qu'il a créé un monstre qui lui échappe. Pour revenir à Tarantino et sa critique sur cet acteur, Paul Dano prouve ici que la force d'un jeu ne réside pas nécessairement dans les cris ou les muscles, mais dans l'intelligence du regard. Il porte le film, il est sur le fil rouge, et sans lui, l'ennui aurait été complètement total. C'est une performance solide, nuancée, qui confirme qu'il est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, quoi qu'en dise l'autre Gus qui devrait se contenter de tourner son 10e film. Quelle idée à la con d'ailleurs. Ils ont fait de moi le diable incarné. Tu ne sauveras pas ton âme. Nous devons inspirer la peur. Et la violence. Fais attention, tu risques de te brûler les ailes. Personne n'est à l'abri en Russie. Pas même vous, le mage du Kremlin. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner le prix Nobel de la paix. Ce que je veux, c'est une guerre. Le verdict alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce mage du Kremlin ? C'est un film profondément paradoxal. D'un côté, c'est une œuvre utile, presque nécessaire. Si comme moi, vous avez besoin de combler vos lacunes sur l'histoire récente de la Russie, c'est un outil pédagogique redoutable. Et rien que pour la performance magistrale de Jude Law, qui m'a scotché, et la subtilité de Paul Dano, ce film mérite le coup d'œil. C'est du très grand acting, indéniablement, mais d'un autre côté, en tant qu'œuvre de cinéma pur, c'est une petite déception, il faut bien le dire. C'est laborieux, c'est bavard, et ça manque cruellement de souffle. On en ressort instruit, mais pas réellement transporté. C'est un film qu'on admire pour son ambition, mais qu'on subit pour son rythme. Si vous cherchez un grand frisson politique, préparez le café, car la séance risque d'être un peu longue. Par contre, si vous aimez l'histoire avec un grand H, et que vous cherchez de la vraie tension, j'ai une bonne nouvelle. Il va bientôt y avoir Nuremberg qui sort la semaine prochaine, et croyez-moi, c'est une toute autre ambiance. Là, on est sur du pur cinéma qui vous prend à la gorge et qui ne vous lâche pas. Je vous en parle en détail dès la semaine prochaine parce que j'ai déjà vu le film. Surtout, ne le ratez pas. Voilà pour mon avis sur le mage du Kremlin.
Et vous, est-ce que Jude Law en Poutine, ça vous intrigue ou ça vous fait peur au contraire? Dites-moi tout en commentaire, je suis curieux de savoir si vous serez plus indulgent que moi sur le rythme du film. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques, notamment celle de Nuremberg qui sortira mardi prochain. Ciao les cinéphiles!